Bonjour à tous. Une information extrêmement inquiétante vient de nous parvenir ce lundi 7 janvier. Elle corrobore malheureusement, elle amplifie ma crainte concernant la probable future crise économique à venir. C'est bien évidemment la démission du président de la Banque mondiale. Alors, bien évidemment, cet article des Échos est extrêmement intéressant puisqu'il est assez synthétique et très intéressant. Le président annonce sa démission lundi. À la surprise générale, la numéro 2 de l'institution multilatérale assurera la présidence à titre intérimaire à partir du 1er février. C'est bien évidemment Kristalina Georgieva que nous voyons juste en haut. Alors, avant de continuer de lire l'article, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, ce n'est pas anodin. Pendant que les Rothschild vendent leur fiducie, le président de la Banque mondiale démissionne. C'est un hasard? Non, non. On ne peut pas croire à ça. Les choses, plus on avance dans le temps, et plus elles commencent à être évidentes, malheureusement. Là c'est quand même très clair. Alors, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir des problèmes, avec les Rothschild notamment, et on va voir quels sont ces problèmes. Et avant cela, bien évidemment, nous allons ensemble comprendre ce qu'est la Banque mondiale. Très rapidement. Alors, la Banque mondiale est une institution financière internationale qui accorde des prêts à effet de levier à des pays en développement pour des projets d'investissement. Elle comprend deux institutions, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, et l'Association internationale de développement, a été créée pour lutter contre la pauvreté, en apportant des aides, des financements et des conseils aux États en difficulté. La Banque mondiale est un sous-ensemble de groupes de la Banque mondiale. Ce regroupement d'organisations financières internationales est également constitué de la Société financière internationale, de l'Agence multilatérale de garantie des investissements et du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Son siège est à Washington, District of Columbia. Le président est élu pour 5 ans par le conseil administratif des administrateurs de la banque. Elle fait partie des institutions spécialisées du système de l'Organisation des Nations Unies. Elle publie tous les ans une contribution du thème du développement dans son World Development Report. En 2014, elle a accordé 65,6 milliards de dollars de prêts, dont prise de participation des garanties, dont 20,9 milliards en Afrique et au Moyen-Orient. Voilà, ça c'est la définition primaire, basique, et puis autre chose par la suite. Je reviens sur l'article, bien évidemment, qui qui essaie de décrypter, en tout cas, sa démission. Même si le président n'a pas donné les raisons de son départ. Ah, bizarre. Alors, qu'est-ce que nous dit les Échos? Alors, à la veille de la publication des perspectives économiques globales de l'institution multilatérale, son patron quitte prématurément ses fonctions lundi, 3 ans plus tôt que prévu. Jim Yong Kim a présenté sa démission à la surprise générale. Il quittera la Banque mondiale le 1er février prochain pour rejoindre le secteur privé, où il sera en charge du développement des infrastructures, des pays émergents pour une entreprise. Parallèlement, il rejoindra le conseil d'administration de Partner in Health, une organisation qu'il a confondée il y a plus de 30 ans. L'actuelle directrice générale de la banque, Kristalina Georgieva, prendra sa succession en titre intérimaire en attendant la personnalité que proposera Donald Trump. Alors, bien évidemment, je continue, un article assez intéressant. Surnommé docteur franco-canadien, après avoir réorganisé la banque de Franconcombe, il a redit sa fierté d'avoir dirigé cette institution dont la mission est de mettre fin à l'extrême pauvreté de notre vivant. C'est peut-être une utopie, hein. Et c'est peut-être pas forcément la volonté de certains. Dans un communiqué publié lundi, le travail du groupe de la Banque mondiale est plus important que jamais maintenant que les aspirations des pauvres grandissent dans le monde entier. Ah, ça me fait penser aux Gilets jaunes, notamment. Et que des problèmes tels que le changement climatique, les pandémies, la famine et les réfugiés continuent de prendre de l'ampleur et de devenir plus complexes, a-t-il ajouté. Sous sa direction, l'Institut a défini 2 objectifs dès 2012. Mettre fin à la pauvreté extrême d'ici 2030 et encourager la prospérité partagée. Ah bon, mettre fin en faisant des prêts, etc. Alors que les Rothschild vendent leur fiducie. Waouh!
C'est quand même intéressant. En se concentrant sur les 40% des plus pauvres de la population des pays en développement, a souligné la banque dans un communiqué public après son annonce. Alors, les Échos nous essaient de nous donner un paragraphe qui peut nous faire comprendre pourquoi il démissionne d'un des postes les plus importants du monde, quoi. Voilà. Moi, personnellement, je ne vais pas démissionner d'un des postes les plus importants du monde. Si ce n'est que je ne peux pas mener mon action, ma propre action. Et il ne pourra pas. Si les Rothschild sont en train de vendre le fiducie, leur fiducie ne pourra pas continuer son action s'il y a crise financière, bien entendu. Et il le sait qu'il y aura une crise financière. Et je vais y revenir juste après. Médecin et anthropologue de formation, né en 1959 en Corée du Sud, Jin Yong Kim avait été proposé à la présidence de la Banque mondiale par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Il avait pris ses fonctions le 1er juillet 2012 pour un premier mandat de 5 ans. Sa réélection en juillet 2017 pour un nouveau mandat quinquennal avait à l'époque suscité des critiques au regard de l'absence de transparence dans le processus de nomination. Alors, pour terminer, voilà, ça c'est le dernier paragraphe vraiment très intéressant. Au sein de l'institution, il ne manquait pas de détracteurs. La réforme organisationnelle qu'il avait mise en place avait suscité l'opposition des barons de la banque. Eh oui. D'autres lui reprochaient un prisme trop axé sur les problématiques de santé. Big Pharma et les Rothschild. Baron de la drogue. Baron de la banque, excusez-moi. Les Rothschild, problématiques de santé, Big Pharma. Voilà. Voilà pourquoi il démissionne. Parce que les Rothschild sont en train de vendre leur fiducie et ils constatent que Big Pharma, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas au niveau du business, bien entendu. Alors, pourquoi il sait qu'il y a une crise qui va arriver? Alors, il a prévenu. Voilà, voici un article de Sputnik très intéressant. Le monde serait au seuil d'une nouvelle crise majeure selon la Banque mondiale. Ça, c'est un article qui date du 6 juin 2018. Alors, qu'est-ce que dit cet article très intéressant? Les mesures protectionnistes ainsi que la politique monétaire des États-Unis risquent de plonger le monde dans une nouvelle crise économique après 2019, estiment les analystes de la Banque mondiale. Bien qu'il soit peu possible que des bouleversements économiques majeurs se produisent au cours des 2 prochaines années, excusez-moi, la situation pourrait devenir plus tendue après 2019. Oui, ça c'est ce qu'ils prévoient, mais ça peut être avant aussi. Selon le récent rapport Perspective économique mondiale diffusé par la Banque mondiale. Les experts de cette institution financière mettent en relief le ralentissement général de l'économie mondiale. Elle a affiché une croissance annuelle d'environ 3,1% du PIB mondial. Cet indice devrait baisser jusqu'à 2,9% à l'horizon 2020, notamment du fait de diverses mesures protectionnistes susceptibles d'entraîner les conséquences des prises d'après l'économiste en chef de la Banque mondiale, Shanta Devarajan. Dans le même temps, les risques de défaut de paiement courus par les pays en voie de développement, ainsi que le brusque renforcement de la politique monétaire de Washington, mais aussi la stabilité de l'économie mondiale, constate-t-on à la Banque mondiale, bien sûr. Et pour terminer, les crises financières importantes surviennent régulièrement, tous les 10 ans environ. Ouh, attention. Et en départ du fait que le monde vient justement de se remettre des conséquences de la dernière, une nouvelle risque de produire prochainement, soulignent les auteurs du rapport. Donc on a Jin Yong Kim qui nous alerte d'une probable crise monétaire de Banque mondiale. Et les Rothschild vendent leur fiducie. Donc soit les Rothschild vont virer, soit lui-même, il est parti de lui-même, parce qu'il s'est dit, je ne veux pas être le président de la Banque mondiale alors qu'il y a une crise économique, donc je préfère partir tranquillement, voilà, ne pas donner les raisons de son départ, parce qu'il ne peut pas y en avoir, on ne peut pas démissionner comme ça. S'il donne un raisonnement qui est faux, les gens vont comprendre tout de suite. Il ne peut pas mentir très clairement comme ça. Voilà, on peut juste supposer qu'il y avait des problèmes avec les barons de la drogue et les barons de la banque et problèmes au niveau pharmaceutique, quoi. Pour nous faire comprendre qu'effectivement, il ne pourra plus tout simplement faire des prêts, bien entendu. Alors, la Banque mondiale, c'est une institution mondiale, mais il y en a une autre qui prévient d'une crise.
Hein. Il n'y a pas que la Banque mondiale. Il y a aussi le FMI de chez France Transactions. Prochaine crise financière en vue, selon le FMI, entre 2020 et 2022. Notez-le dans votre agenda. Voilà. Et ce n'est pas des sites conspirationnistes. Hein. Les Échos, Sputnik, France Transactions, c'est semi-mainstream quand même, hein, parce qu'ils donnent des informations intéressantes, mais c'est quand même mainstream, quoi, si je veux dire. Donc, il faut faire très attention là. Il y a de plus en plus d'articles qui arrivent et qui nous informent de cette crise, et je n'ai pas besoin d'aller dans des sites qui sont intéressants, mais voilà, là on est dans des sites classiques, je dirais. Et là aussi, avant de, pas tout lire parce que c'est assez long, mais de synthétiser, d'expliquer ce qu'est le FMI. Très rapidement, alors on est toujours sur la Banque mondiale, mais on va aller sur la définition du FMI. Voilà, on a le Fonds monétaire international qui est ici. Et on va voir la définition rapide, hein. Bien évidemment classique. Le Fonds monétaire international est une institution internationale regroupant 189 pays dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Le FMI a ainsi pour fonction d'assurer la stabilité du système monétaire international. Ah, et la gestion des crises monétaires et financières. Ouh, ils vont avoir du boulot dans pas longtemps, malheureusement. Pour cela, il fournit des crédits aux pays qui connaissent des difficultés financières, mettant en péril l'organisation gouvernementale du pays, la stabilité de son système financier, banque, marché financier, ou les échanges de commerce international avec les autres pays. On a bien vu l'exemple de l'Argentine où Christine Lagarde, la présidente actuelle du FMI, a beaucoup donné de liquidités à l'Argentine, notamment lors d'une crise financière pour éviter qu'un pays ne fasse défaut, hein, parce qu'ils doivent garder une certaine homéostasie au niveau des banques, si j'ose dire, parce que s'il y en a une qui chute, tout peut s'effondrer. Donc le FMI est là pour garder l'homéostasie à travers les banques du monde notamment. C'est-à-dire que ce pays ne puisse plus rembourser ses créanciers, voire ne plus payer ses dépenses courantes. Le FMI lui prête de l'argent le temps que la confiance des agents économiques revienne. Le FMI conditionne l'obtention des prêts à la mise en place de certaines réformes économiques visant en principe à réguler la gestion des principes publics, ingérence financière, à établir une croissance économique équilibrée à long terme. L'institution a été créée le 27 décembre 1945 et devait à l'origine garantir la stabilité du système monétaire international dont l'écroulement après le krach de 1929 avait eu des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. Après 1976, et la disparition d'un système de change fixe, c'est-à-dire l'or adossé au dollar, que Richard Nixon a enlevé, et je vais revenir sur mes vidéos concernant la crise économique à venir malheureusement, le FMI perd l'essentiel de sa raison d'être et hérite d'un nouveau rôle face aux problèmes d'endettement des pays en développement et à certaines crises financières. Alors, c'est toujours intéressant à lire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport au FMI? Quels sont, au niveau de cet article de France Transactions, quels sont les paragraphes les plus intéressants, notamment celui-ci, ici, une hausse des taux par rapport à la situation actuelle, par rapport au FMI, et ils s'inquiètent de cela, comme la Banque mondiale, eux aussi le disent. Une hausse des taux suffira à faire vaciller le système financier tout entier, une nouvelle crise financière, moins forte que celle de 2007. Ça, c'est le FMI qui dit ça. Hein. Ils ne peuvent pas dire que ce sera pire que 2008. Ils ne peuvent pas expliquer que les banques sont en train de littéralement exploser. Ils ne peuvent pas dire ça. Mais au moins, ils ont le don, ils ont quand même la capacité, la fierté, si j'ose dire, d'informer les populations quand même, de dire qu'il y a une crise qui va arriver, moins forte que celle de 2007. Or, ce sera pire, c'est la trappe. Hein. C'est la trappe et c'est le gouffre final. Hein. Le FMI estime qu'elle sera d'une ampleur d'un tiers de la dernière connue à venir à l'horizon 2020-2022. Absolument pas, malheureusement.
Et tous les indicateurs montrent que ce sera pire que même que 1929. Hein. Malheureusement, mais ouais, au moins c'est assez honnête de la part de FMI de dire qu'il y a une probable crise, notamment au niveau des hausses des taux. Alors, bien évidemment, avant de continuer, il faut aussi comprendre ce qu'est le taux d'intérêt, parce que c'est toujours une définition intéressante à avoir en tête. Définition de taux d'intérêt. Un taux est un rapport quantitatif exprimant en pourcentage entre deux valeurs ayant la même unité. L'intérêt est ce qui est utile et profitable à quelqu'un. C'est aussi une intention bienveillante manifestant envers quelqu'un ou une attention, ainsi qu'une curiosité portée à quelque chose. En finance, un intérêt est la somme que doit verser sous forme de revenu un emprunteur à celui qui lui a prêté de l'argent pour pouvoir en faire usage. Le taux d'intérêt est le pourcentage de ce revenu annuel par rapport à la somme prêtée pour l'emprunteur ou le débiteur. Le taux d'intérêt est le prix qu'il faut payer pour emprunter de l'argent. Pour le prêteur ou le créancier, c'est la rémunération pour le service qu'il rend à l'emprunteur, ainsi que pour le risque qu'il encourt de ne pas être remboursé, bien évidemment. Donc, il veut qu'on paye l'intérêt puisqu'il a peur qu'on ne le rembourse pas, quoi. En prévision, quoi, en fait. Pour les économistes néoclassiques, le taux d'intérêt est la rémunération de l'abstinence à une consommation immédiate de la part de celui qui a épargné, qui épargne pour quitter. Le taux d'intérêt est en quelque sorte le prix du temps, la récompense de l'attente pour épargner. Pour Keynes, le taux d'intérêt est la récompense de la renonciation à la liquidité. Il mesure la répugnance des détenteurs de monnaie à aliéner leur droit d'en disposer à tout moment. Le taux d'intérêt permet aux agents économiques d'arbitrer entre actifs liquides ou actifs placés contre rémunération. Sans précision, le taux d'intérêt est implicitement un taux annuel. Voilà une définition chez Toupy toujours très intéressante. Alors, que nous disent les prévisions du FMI? Quelles sont les prévisions du FMI très rapidement? Alors, dans son rapport d'octobre 2017 sur la stabilité financière, le FMI n'y va pas par quatre chemins. Si les risques financiers restent limités jusqu'en 2020, une crise se prépare en cas d'une hausse des taux d'intérêt. Hausse des taux, chute de l'immobilier, forte baisse des marchés actions. La hausse rapide des taux d'intérêt pourrait conduire à une chute brutale des cours boursiers de l'ordre de 15% et des prix de l'immobilier de l'ordre de 9%. En Europe, les marchés de l'immobilier d'habitation, tout comme d'entreprise, sont surévalués près de 30%, principalement dans les grandes villes. La correction en devrait cependant ne pas être de cette ampleur, la demande restant forte. Cette crise financière débouchant sur une crise dans l'économie réelle. Les agents économiques, lourdement endettés, se retrouveraient dans une situation financière délicate. La violence d'une telle crise pourrait représenter le tiers de la crise financière globale de 2008. Alors, pour terminer cet article, c'est un dernier paragraphe intéressant. Au niveau des principales raisons d'une nouvelle crise financière, le taux d'endettement des consommateurs que nous sommes, car les taux sont bas, les consommateurs empruntent massivement. Mais même à taux bas, un crédit coûte cher. Surtout que les salaires n'augmentent pas. Et oui. En dehors du rapport du FMI, un simple fait, les Américains sont de nouveau plus endettés qu'avant la crise des subprimes. Alors, c'est intéressant la phrase qu'elle dit. Ils disent que la crise, elle sera moins forte, mais là, ils disent que les Américains sont de nouveau plus endettés qu'avant la crise des subprimes. Les Américains sont plus endettés qu'avant la crise de 2008, et ils disent que la prochaine crise qui va arriver, elle sera moins forte que 2008. Vous voyez, donc, il faut bien analyser, bien comprendre à travers les livres. Ce fait n'est pas alarmant en soi, mais le taux de défaut sur les crédits à la consommation grimpe fortement ces derniers mois. Des crédits auto notamment, octroyés une nouvelle fois aux consommateurs modestes, visiblement, apprendre de ses précédentes erreurs n'est pas chose commune. Alors, du côté du rapport du FMI, l'origine de la nouvelle crise financière sera liée aux politiques d'injection des liquidités. L'injection des liquidités, le fameux quantitative easing, le fameux QE. Les politiques des banques centrales contestées. Les politiques expansionnistes des banques centrales ont fortement augmenté la liquidité mondiale
qui recherchent désespérément des actifs rentables. Autrement dit, en menant une politique de rachat d'actifs, souvent des obligations d'État, que les banques centrales augmentent la demande, ce qui fait diminuer les taux d'intérêt et augmenter le prix des actifs. Le poids des dettes des États, la Chine inquiète. Ensuite, la dette totale des pays du G20, c'est-à-dire la dette publique et privée, augmente à un rythme soutenu. Elle représentait moins de 200% du PIB en 1990, environ 240% du PIB en 2007, à la veille de la crise des subprimes, et dépasse désormais 250% du PIB. La dette chinoise totale représentait environ 150% du PIB en 2008, à la date désormais, le niveau moyen des pays du G20, soit autour de 250% du PIB. De plus, en Chine, les actifs du secteur bancaire sont passés de 240% du PIB en 2012 à 310% aujourd'hui. Ouh là 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 là. Ça semble être très compliqué. Alors pour terminer cette vidéo, nous avons une analyse neutre d'un économiste chez Slate, encore une fois, qui est un média dit mainstream, semi-mainstream, hein, de l'économiste. Alors que dit cet article? Extrêmement intéressant, parce que évidemment, nous avons la vision des deux organismes mondiaux, mais là je vous donne une vision neutre d'un économiste, de la vision d'un économiste de chez Slate, avec l'économiste Patrick Artus de la Banque Natixis. Alors, le titre principal, c'est « On ne veut pas vous faire paniquer, mais une crise boursière va probablement éclater en 2019 ». Donc, un économiste dit en 2019, alors que le FMI et la Banque mondiale disent 2020 à peu près. Ah. Donc, il faut voir tous les sons de cloche. Bien évidemment, la Banque mondiale et le FMI ne veulent pas être trop alertes. Ils disent directement, mais la fin de la vente des fiducies Rothschild, c'est fin mars 2019, la fin de vente des fiducies Rothschild. Et il faut lire toutes les informations qu'on peut avoir pour essayer de comprendre, parce qu'on ne peut pas savoir la date, mais voilà. Il faut apporter de l'eau à moulin des informations, il faut apporter des informations et essayer de les analyser au mieux. Donc, si l'on en croit deux indices, boursiers et l'éminent économiste Patrick Artus de la Banque Natixis, il faudrait s'attendre à une crise des actions dès l'année prochaine. C'est un article qui date du 14 février 2018. Alors, on va tout de suite aller directement vers ce qui m'intéresse, vers les indicateurs dans le rouge. Seulement, cet événement se couple avec un autre phénomène assez inquiétant déjà révélé par Slate en décembre dernier. Donc, quels sont ces indices? L'indice Shiller, un indicateur mathématique construit dans les années 1990 pour anticiper les bulles financières, a atteint des niveaux vertigineux de 16,8, sa moyenne entre 1990 et aujourd'hui. Il a dépassé, début 2008, les 32, c'est-à-dire quasiment le double. Une valeur supérieure à celle de 1929. Ah! Lors de la grande crise boursière de 2001, estimée à 30, son niveau n'a plus été important qu'une seule fois au début des années 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet, il a gagné 45. Alors, le FMI nous dit, voilà, la crise ne sera pas autant que celle de 1929. Là, avec l'indice Shiller, on a la preuve qu'elle est supérieure que celle de 1929. Donc, dans le domaine économique, il y a quand même beaucoup d'indices, il y a quand même beaucoup de choses à voir, mais c'est quand même honnête de la part de la Banque mondiale et du FMI de nous avertir qu'une crise peut arriver. C'est honnête. Mais ils ne vont pas nous expliquer en détail. C'est à nous d'aller chercher les informations complémentaires. Même l'indice VIX, indicateur de volatilité, communément appelé l'indicateur de la peur par les spécialistes, a atteint des niveaux menaçants. Et oui, malheureusement. Malheureusement, tout laisse présager un éclatement du système, malgré les discours rassurants des officiels. Alors, les officiels, c'est les mainstream, les hommes politiques, etc. Pour eux, les bourses n'ont dévissé la semaine dernière qu'à cause de l'annonce d'un arrêt des politiques monétaires non conventionnelles, d'une hausse des taux directeurs et d'un retour de l'inflation. L'ordre spontané du marché devrait s'opérer et les indicateurs rentrer dans le droit chemin. Tel un phénix
qui renaît de ses cendres, le capitalisme financier ne disparaîtra pas. Remercions ses capacités d'adaptation finale et son réajustement automatique. Alors, pour terminer, nous avons des cours artificiellement gonflés. Peut-on vraiment y croire? Ce n'est pas parce que laisse entendre la très sérieuse mondialisation de l'indice suite aux très nombreux articles sur le dévissage des bourses mondiales. L'économiste Patrick Artus a publié un court papier annonçant une très probable crise des actions en 2019. La possibilité des bulles actions apparaissent aujourd'hui. Nous regardons les États-Unis et la zone euro est très élevée avec les taux d'intérêt à long terme très inférieurs au taux de croissance anticipant tenant compte d'une prime de risque d'action normale, ceci conduit à une valorisation théorique très élevée des actions respectives. Autrement dit, c'est parce que la confiance est au rendez-vous que la crise arrivera. En misant intensément sur les marchés financiers, sans forcément favoriser par l'investissement, la relance et de la croissance et la création d'emplois, on gonfle artificiellement les cours et on s'approche inévitablement d'un éclatement. Artus va plus loin dans sa démonstration avec sa publication. Quel type de crise devant nous? Probablement une crise des actions partant des États-Unis. Ah, intéressant comme information. D'après lui, la cause la plus probable d'une crise serait la correction à la baisse du marché des actions partant des États-Unis, où il est cher et fragile car dépendant des rachats d'actions par les entreprises. Alors, le dernier paragraphe pour terminer, 1 an pour se préparer. Et oui. Alors, on ne met pas des articles, des informations comme Slate ne donne pas des choses comme ça à l'emporte-pièce. C'est pas pour faire peur, non, c'est pour informer et pour nous préparer, parce que c'est très sérieux quand même. Donc c'est le dernier paragraphe, extrêmement intéressant. Ça, c'est un article qui date du 14 février 2018. Là, on est quasiment à un an, donc 1 an pour se préparer. En plus de ce que nous expliquions plus haut, où l'éclatement de la bulle serait dû au réajustement accéléré des indices sur la réalité économique, Patrick Artus considère que c'est précisément parce que la situation macroéconomique des États-Unis va s'améliorer qu'une crise nous pend au nez. Et oui. Du fait de l'instabilité des craintes, les bourses ont et continuent d'accueillir énormément de liquidités émanant des investisseurs, ce qui a provoqué une hyperinflation des titres. Seulement leur valeur serait très fragile, dépendant de la santé réelle des entreprises et du niveau de rachat des actions. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Or, il va falloir un ralentissement de la croissance des États-Unis, puisque le retour de l'emploi va ramener la croissance vers le niveau le plus faible de la croissance potentielle. Et ce ralentissement pourrait déclencher l'arrêt des rachats d'actions qui provoquerait le recul des marchés des actions aux États-Unis, ce recul se transmettant ensuite aux autres régions avec la corrélation forte entre les indices boursiers. D'où une crise prochaine dès 2019. Il va falloir mettre de l'argent de côté et se préparer calmement à cette éventualité. Le terme calmement, là, les gilets jaunes nous disent d'enlever notre argent de banque, ils ont raison, parce qu'ils sont informés. Mais ce calmement-là, c'est des gens qui ont compris ce qui est arrivé, malheureusement. Et ce terme calmement, on l'espère, bien sûr, mais c'est surtout avec des vidéos comme la mienne et d'autres sur Internet qui informent, notamment Pierre Jovanovic aussi, Zinbanjikian aussi, comme je parlais l'autre fois, qui parle de la situation économique mondiale et qui informe qu'il faut anticiper, enlever calmement, par semaine, calmement son argent des banques, retirer du liquide pour le transformer en solide, en métaux précieux. C'est fondamental, c'est vraiment ce que nous devons mettre dans la tête. C'est très important de faire ça, de comprendre la situation bancaire mondiale, de comprendre la démission d'un président de Banque mondiale. C'est pas comme ça, du hasard, comme ça, non, pas du tout. Non, c'est parce qu'il y a une séquence qui est mise en place, c'est celle de la vente des fiduciaires Rothschild, à terme, et malheureusement, on va probablement, malheureusement, subir une crise très très grave, une crise économique. Voilà une vidéo extrêmement importante à partager, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un like. Merci pour vos abonnements, c'est toujours intéressant, toujours très important, ça fait énormément de plaisir. N'hésitez pas, vous qui ne vous êtes pas encore abonné, à vous abonner, parce que les vidéos à venir, notamment sur la crise économique,
sont très importants et très intéressants. Et puis aussi, parler du shutdown aussi aux États-Unis, qui est aussi important, qui est lié aussi à cette séquence. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.